Prenez un trombone, là, maintenant. Tenez-le entre vos doigts. Sentez cette légèreté presque absurde. Ce petit objet pèse environ 1 gramme. Cassez-en maintenant le dernier tiers. Ce minuscule morceau de métal courbé que vous tenez ne pèse même pas 1 gramme entier. C'est plus léger qu'un papillon, moins lourd qu'un billet de banque plié. Si vous le laissiez tomber dans votre paume, vous ne le sentiriez même pas. Pourtant, le 6 août 1945, l'équivalent exact de ce petit bout de fil de fer, 7/10 de gramme de matière, a tout simplement cessé d'exister dans notre univers. Pchit, disparu. Et là où cette poussière de matière se trouvait, une ville entière, Hiroshima, a été rayée de la carte. 80 000 personnes ont été vaporisées en un battement de cils. Des bâtiments en béton ont été pulvérisés sur des kilomètres. Un ouragan de feu a suivi pendant des heures. La cause de tout ce chaos? Pas une réaction chimique, pas un explosif géant, mais le fait qu'une pincée de matière, plus légère que le fil de fer que vous avez entre les doigts, s'est métamorphosée en énergie pure. Laissez-moi vous poser une question qui semble sortir d'une classe de maternelle, mais qui est l'une des plus vertigineuses de toute la physique. Que signifie disparaître pour la matière? À l'école, on nous a appris une règle qui semblait solide, rassurante. La matière se conserve. Rien ne se peut perdre, rien ne se crée. On peut plier, fondre, geler ou brûler la matière, mais à la fin de la journée, le compte est bon. C'est la loi de la conservation de la masse de Lavoisier. Pendant plus d'un siècle, c'était un dogme absolu. La chimie et l'ingénierie reposaient là-dessus. Vous pesiez vos ingrédients avant, vous pesiez les produits après, et les chiffres correspondaient. C'était propre, satisfaisant, presque parfait. Sauf qu'il y avait un bug. Un tout petit accroc dans la trame du réel. En 1905, un employé d'un bureau de brevet à Berne publie un article de 3 pages au titre presque ennuyeux. L'inertie d'un corps dépend-elle de son contenu en énergie? La plupart des gens l'ont ignoré. Et pourtant, dans ces quelques lignes, se cachait l'équation la plus terrifiante de l'histoire humaine. L'idée était simple, mais elle allait retourner le cerveau de l'humanité. Et si la masse et l'énergie n'étaient pas deux entités distinctes, mais exactement la même chose, revêtant ça des costumes différents pour ça. Revêtant simplement, Vous connaissez tous la formule. E, MC2. Elle est sur les t-shirts, les tasses à café, les fonds d'écran. Même ceux qui n'ont jamais suivi un cours de physique peuvent la réciter par cœur. Mais aujourd'hui, je veux que vous fassiez quelque chose d'extraordinaire. Je veux que vous la compreniez vraiment. Pas seulement les lettres, mais que vous ressentiez jusque dans vos os ce qu'elle nous dit. Parce que ce qu'elle nous révèle sur la nature de notre réalité est, en toute honnêteté, absolument effrayant. Analysons les pièces du puzzle. E, c'est l'énergie en joules. M, c'est la masse en kilogrammes. Et C, c'est la vitesse de la lumière. 3 petits symboles. Mais tout le drame de cette équation se joue dans l'un d'entre eux, le C. La vitesse de la lumière n'est pas juste un grand chiffre. Elle est absurde, grotesque, inconcevable. La lumière parcourt 300 000 km chaque seconde. Laissez-moi répéter. En un seul battement de paupières, un rayon de lumière pourrait faire 7 fois et demi le tour de la Terre au niveau de l'équateur. Avant même que vous ayez fini de cligner des yeux, la lumière a fait l'aller-retour jusqu'à la Lune. C'est la limite de vitesse absolue de notre univers. Mais Einstein ne se contente pas de C. Il le met au carré. Il multiplie ce chiffre monstrueux par lui-même. Dans le système métrique, cela donne un 9 suivi de 16 zéros. 90 millions de milliards. Un nombre si vaste que votre cerveau ne peut même pas commencer à se le représenter. Rien dans votre expérience quotidienne ne vous prépare à un chiffre avec 16 zéros. Et c'est précisément ce chiffre qui est le taux de change de la réalité. Imaginez que vous voyagez à l'étranger. Vous échangez vos euros contre une monnaie locale et le taux de change détermine ce que vous recevez. La masse et l'énergie ont aussi un taux de change, et ce taux, c'est C2. Cela signifie que si vous pouviez convertir une quantité infime de matière en énergie, vous obtiendriez en retour une quantité obscène, écrasante, presque indécente de puissance. Prenons un sac de sucre d'1 kilo. Si vous transformiez intégralement cette masse en énergie, vous obtiendriez assez d'électricité pour alimenter un pays entier pendant 1 an. À partir d'un seul sac de sucre. Alors, pourquoi ne le faisons-nous pas? parce que la nature a verrouillé ses portes avec des serrures massives. Pendant l'essentiel de l'histoire humaine, ces portes sont restées closes. Pour vous donner une idée de la solidité de ce verrou, parlons de ce que nous appelons habituellement l'énergie. Quand vous brûlez du bois, vous libérez de la chaleur et de la lumière. Techniquement, au sens physique le plus strict,
Un peu de masse s'est transformé en énergie, exactement comme Einstein l'a dit. Mais la quantité est si minuscule qu'aucune balance au monde ne pourrait la mesurer. La chimie, c'est juste réorganiser des électrons. C'est comme gratter 1 millimètre de peinture sur la façade d'un gratte-ciel. L'énergie nucléaire, elle, consiste à abattre les murs porteurs du bâtiment. Elle plonge dans le noyau, là où la masse réside vraiment. Et pour comprendre pourquoi, je dois vous emmener à l'intérieur de l'atome. Visualisez un atome. On vous a souvent montré ce dessin d'un petit système solaire avec des billes qui gravitent. Oubliez ça. La réalité est bien plus vide et bien plus dense. Si l'atome avait la taille d'un stade de football géant, le noyau serait une petite bille posée exactement au centre, sur le point d'engagement. Tout le reste, du vide. Mais le plus fou, c'est que plus de 99,9% de la masse de l'atome est concentrée dans cette minuscule bille centrale. C'est là que le drame commence. À l'intérieur de ce noyau, vous avez des protons. Ils sont tous chargés positivement. Et vous savez ce que font deux charges positives? Elles se détestent. Elles se repoussent avec une violence inouïe. Imaginez que vous teniez des aimants ultra puissants dans vos mains et que vous essayez de forcer les pôles identiques à se toucher. Ils luttent, ils vibrent, ils résistent. L'électromagnétisme veut déchirer le noyau de l'intérieur. Pourtant, il tient. Pourquoi? Parce qu'il existe une force encore plus brutale, la force nucléaire forte. Si l'électromagnétisme est un champion de bras de fer, la force forte est une presse hydraulique industrielle. Sur des distances infiniment petites, elle gagne. Elle maintient les protons ensemble dans un étau d'acier. Mais attention, cette étreinte a un prix. Rien n'est gratuit dans l'architecture de l'univers. Et ce prix, c'est la masse elle-même. C'est le secret le mieux gardé de la physique. Un noyau atomique est plus léger que la somme de ses parties. Prenons un noyau d'hélium, 2 protons, 2 neutrons. Pesez un proton seul, pesez un neutron seul. Faites l'addition sur papier. Maintenant, pesez le noyau d'hélium fini dans la réalité. Surprise, le noyau est plus léger. Il manque environ 0,700 de la masse totale. Où est-elle passée? Elle ne s'est pas envolée, elle s'est transformée. Elle est devenue l'énergie de liaison, cette colle cosmique qui empêche l'atome d'exploser. Ce n'est pas une métaphore pour étudiants. C'est la réalité physique fondamentale. Chaque atome de votre propre corps, chaque brique de votre maison, a payé un impôt sur l'existence. Cette masse manquante est ce qui permet à la matière d'être stable au lieu d'être un chaos de particules errantes. Nous habitons un monde qui n'existe que parce qu'une partie de sa substance a été sacrifiée pour devenir de l'énergie pure. Vous marchez, vous respirez, et vous pensez grâce à ce déficit de masse constant. Einstein a simplement compris que si nous parvenions à briser ces liens, cette colle redeviendrait une force monstrueuse. Mais pourquoi avoir choisi l'uranium? Parce que tous les noyaux ne sont pas logés à la même enseigne. En physique, il existe une courbe fascinante, une sorte de montagne de la stabilité. Au sommet de cette montagne trône le fer. Le fer est le roi. C'est l'atome le plus solidement lié de tout l'univers, le terminus énergétique. Tout ce qui est à gauche du fer, les éléments légers comme l'hydrogène, cherche à fusionner pour grimper vers ce sommet. Tout ce qui est à droite, les éléments lourds comme l'uranium, cherchent à se briser pour se rapprocher de cet état de stabilité. Dans les deux cas, le résultat est le même. Pour devenir plus stable, le noyau doit sacrifier une part de sa masse et la convertir en énergie. L'uranium-235 est le candidat parfait. C'est un isotope nerveux instable, presque impatient de se diviser. Envoyez-lui un seul petit neutron lent et le noyau ne peut plus se maintenir. Il se déchire violemment. Et c'est là que le taux de change d'Einstein devient tangible. Les fragments nés de cette rupture s'envolent à une vitesse de 3% de la vitesse de la lumière. Environ 30 millions de kilomètres par heure. D'où vient cette poussée? De la disparition pure et simple d'une fraction de matière, l'écart de puissance est vertigineux. Une réaction chimique classique, comme la détonation de la TNT, réorganise les électrons et libère une pincée d'énergie. Mais la fission d'un seul atome d'uranium libère 70 millions de fois plus d'énergie qu'une réaction chimique équivalente. C'est la différence entre une bougie et un ouragan. Mais pour que cette énergie devienne une apocalypse, il faut invoquer le monstre de l'exponentielle, la réaction en chaîne. Un atome se brise, libère 2 ou 3 neutrons qui brisent d'autres atomes. 1, 2, 4, 8, 16. En 80 générations de fission, vous avez libéré plus d'énergie qu'il n'en existe dans des milliers de tonnes de dynamite. Et le plus terrifiant,
Ces 80 générations se produisent en moins d'une microseconde. C'est plus rapide qu'un signal électrique, plus rapide qu'une pensée. L'univers déchaîne sa puissance avant même que la réalité ne te semble s'en apercevoir. Pourtant, malgré cette fureur, Little Boy était d'une inefficacité presque pathétique. Moins de 2% de son uranium a réellement subi une fission. Tout le reste a été dispersé dans l'atmosphère par le souffle même de l'explosion avant d'avoir pu servir. Et sur ce faible pourcentage, seule une fraction de masse s'est réellement volatilisée. 7 dixièmes de gramme. C'est le poids de ce petit bout de trombone que vous tenez encore peut-être entre vos doigts. Le reste de cet objet, la partie que vous n'avez pas cassée, contient assez d'énergie dormante pour générer 20 kilotonnes de puissance, soit plus que la bombe d'Hiroshima elle-même. Tout cela est enfermé dans un simple trombone. Le seul obstacle, c'est que personne n'a encore trouvé le code pour forcer son cadenas. Nous avons seulement trouvé celui de l'uranium-235. Cette énergie n'est pas apparue par magie. Elle était là depuis toujours. Ces atomes d'uranium ont été forgés dans le cœur agonisant d'une supernova, des milliards d'années avant notre naissance. Ils ont dérivé dans le vide, se sont logés dans la croûte terrestre et ont attendu silencieux pendant 4 milliards d'années. Nous n'avons rien créé. Nous avons juste trouvé le moyen de déverrouiller une porte que l'univers avait laissée entr'ouverte. Je me souviens du test Trinity le 16 juillet 1945. J'étais à 30 km de l'épicentre. Tout le monde portait des lunettes de soudeur ultra sombres. Moi, je me suis assis dans la cabine d'un camion, regardant directement à travers le pare-brise, car je savais que le verre bloquait les ultraviolets. Quand le décompte a atteint 0, j'ai vu un éclair blanc si pur que je n'aurais jamais imaginé que la lumière puisse atteindre une telle intensité. C'était comme si on avait allumé un second soleil en plein désert. Pendant des mois après Hiroshima, j'ai été hanté par un sentiment de fragilité. Je m'asseyais dans un restaurant à New York, je regardais les gens construire des immeubles et des ponts, et je pensais « À quoi bon? Ne comprennent-ils pas que tout cela peut s'évaporer en un seul flash ?» C'est ça, la leçon ultime, Sim 2. Ce n'est pas une abstraction philosophique. C'est une description brute de la réalité. Vous, moi, chaque grain de sable, nous sommes des réservoirs d'une puissance colossale qui attend patiemment. L'univers ne nous doit pas le confort. Il ne nous doit que l'honnêteté. 7 dixièmes de grammes se sont réveillés au-dessus d'Hiroshima. Le reste dort encore. Si vous deviez m'écrire une seule phrase sur ce que cette équation révèle de la véritable nature du monde, quelle serait-elle? Je suis curieux de vous lire. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo a changé votre regard sur le réel, abonnez-vous à la chaîne Le Chemin de